Bonjour Lise et Romain, merci beaucoup de nous avoir rejoints à Vannes pour ce débat, pour cet échange sur ces territoires qui prennent soin de nous. Je vais vous présenter en quelques mots sans être exhaustif. Vous avez tous les deux de grandes trajectoires de chercheurs et de chercheuses. Mais Romain Pasquier, dire que vous êtes directeur de recherche au CNRS, titulaire d'une chaire qui s'appelle Territoire et mutation de l'action politique à Sciences Po Rennes. Et vous êtes l'auteur aussi de nombreux bouquins qui traitent de cette question territoriale, de cette question de la décentralisation. Vous êtes l'une des voix intellectuelles de la décentralisation en France, on vous entend souvent, notamment dans le débat public, ce qui est très chouette. Et vous, Lise Bourdelepage, vous êtes professeur des universités en géographie, mais docteur en économie. Vous croisez un petit peu cette approche dans vos recherches. Et vous êtes également l'une des figures intellectuelles du bien-être territorial, de la nature en ville et de la relation à l'autre. Et on trouvait que c'était chouette de clôturer cette journée avec la prise de recul que permet la recherche, au fond, sur ces questions-là. Donc on a à peu près une trentaine, quarantaine de minutes d'échange, et puis après une quarantaine également de minutes d'échange avec la salle. Et peut-être pour commencer, Lise, une question que j'avais envie de vous poser, qui est une question relativement ouverte, vous pouvez répondre avec vos spécialités respectives. On a déjà évoqué un petit peu ce matin, mais c'était chouette d'avoir vos regards à vous également. En France, on est les héritiers d'une certaine tradition très centralisatrice, très jacobine, assez uniformisatrice aussi, des territoires, des corps et des esprits. Et c'est comme si cette uniformisation amenait beaucoup de précarité. Est-ce que, au fond, pourquoi nos territoires sont blessés aujourd'hui? C'était un petit peu ma question. Comment en est-on arrivé là? Romain, vous voulez commencer? Oui, c'est bon. Vous avez un micro chacun, si vous souhaitez. Ils sont allumés normalement. Bon, j'ai 3 heures, c'est ça? Alors, pourquoi nos territoires sont blessés, ou en tout cas sont fragilisés? Je pense qu'il faut adopter une perspective un peu historique. Tu l'as dit, l'organisation territoriale à la française remonte à 1790, remonte à l'invention des départements, à la transformation des paroisses en communes, à la volonté de faire le grand tout, pour reprendre l'expression de l'abbé Sieyès, c'est-à-dire de fondre une diversité territoriale et en faire une nation. Et l'organisation territoriale a été une de ces colonnes vertébrales pour créer cette unité qui n'était pas, on va dire, innée. Elle s'est construite. N'oubliez jamais qu'en France, c'est l'État qui a fait la nation. L'État a fait la nation, donc l'État, en élaborant des politiques publiques de plus en plus structurées, a contribué à donner cette cohérence. Alors, si on fait un saut historique, dans les années 50 et 60, les politiques massives d'aménagement du territoire, de développement industriel, de développement des services publics, vont aussi contribuer à ce bien-être, à cet état-providence territorial. Sauf que tout cela se fragilise à partir, on va dire, des années 80. Ça se fragilise pour différentes raisons. D'abord, les paramètres de croissance de cet état-providence changent. Les paramètres macroéconomiques deviennent plus difficiles. On n'est plus sur des trends de croissance de 5, 6, 7, voire 8% des 30 glorieuses. Évidemment, l'économie s'internationalise, la concurrence s'aiguise, on fait un marché européen, et le marché européen que l'on construit, c'est d'abord un marché économique, et donc s'exerce un droit de la concurrence, c'est normal sur un marché. Et donc ça va, et les mécanismes de régulation n'ont pas forcément toujours été pensés, en tout cas la redistribution n'a pas été toujours complètement au rendez-vous, même si l'Union européenne a essayé à travers des politiques de cohésion. Bref, si on y ajoute des réformes aussi néo-managériales de type révision générale des politiques publiques à partir de 2007-2008, font que on a effectivement ce sentiment, en tout cas c'est comme ça que les Français l'expriment, qu'ils sont
plus inquiet, il y a un ressenti qui est effectivement d'une forme de fragilité, notamment dans les petites villes, dans les campagnes, un sentiment que tout va pour les villes, les grandes villes, et que effectivement vivre dans des plus petites unités ou dans des territoires éloignés de la grande ville, ça devient plus difficile. Alors, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une autre question. Hein. En tout cas, le ressenti, on le mesure à travers des enquêtes d'opinion publique. Donc, effectivement, de cette fragilisation, cette fracturation du territoire, et je pense particulièrement ressenti en France, parce qu'on a cette histoire que je vous ai brossée en quelques instants. C'est-à-dire cette idée que l'État peut tout, l'État fait tout, et s'occupe de tout. Quand c'est moins le cas, on se sent plus fragile. Merci beaucoup. Élise ? Oui, j'ajouterais quelque chose. En fait, je pense que c'est dans la continuité de ce que disait Romain. C'est la question finalement du rôle de l'État et du gouvernement. Quand on regarde la définition du bien-être, on s'aperçoit au XVIIIe siècle qu'on a une petite citation que j'aime beaucoup, qui est « Le gouvernement veille au bien-être de la population ». Voilà, tout est dit. Donc du coup, en fait, on a le sentiment qu'avec les réformes qu'a brossé Romain, finalement, on en oublie le cœur même de l'action publique qui est d'améliorer le bien-être des populations. Aujourd'hui, on a une crise entre guillemets démocratique, hein, on pourrait savoir comment il faut la qualifier, mais je pense qu'on en parlera à la fin avec Romain, qui finalement est liée peut-être au sentiment que quand je vais mettre mon bulletin de vote dans l'urne, normalement je le fais avec la conviction que ma vie va peut-être être meilleure si celui pour qui j'ai voté remporte les élections. Or, aujourd'hui, les gens ne vont même plus voter parce qu'ils n'y croient plus. Donc, en fait, c'est comme si les politiques avaient oublié, finalement, leur rôle majeur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de ce sentiment aussi, c'est qu'on a mis, et je rajouterais ce que n'a pas souligné Romain, mais voilà, parce qu'il fallait bien que je dise quelque chose, c'est la concurrence des territoires. On a mis en concurrence les territoires, donc les grandes villes entre elles, mais aussi les petites villes et les grandes villes. Et on a abouti à quoi? À cliver la société française au niveau territorial. Et ça, on ne peut pas dire que ça fait avancer les choses, en fait. Donc, cette quête de l'attractivité, cette quête du processus métropolitain qui est apparu comme au départ, en fait, une jalousie à l'égard de la politique qui était menée à Paris en 2005, et puis après avec les pôles... avec le Grand Paris, en fait, hein, tout simplement, finalement, a fait qu'il y avait un désir des territoires autres que Paris, qui pouvait être défini comme une métropole globale, de devenir métropole. Donc l'État français a institutionnalisé des métropoles qui n'ont pas de pouvoir économique, en fait. Donc, en fait, on a eu une mise en concurrence, vous voyez, entre Grand Paris, qui peut être à la défaveur de la France à l'extérieur, d'accord ? Et puis une mise en concurrence des métropoles au sein même de leur territoire, en faisant finalement ce que moi j'ai nommé des baronnies finalement métropolitaines entourées de territoires sur lesquels finalement on va capter la ressource et puis la fonction récréative, pour faire simple. Hein. Donc du coup, il y a aussi une pensée globale qui est liée finalement... J'aime pas trop utiliser le terme, mais en fait c'est quand même celui qui a approprié le néolibéralisme, qui finalement modifie l'action politique et même le sens qu'on donne à l'action politique. Donc du coup, ça a fini par les oubliés des campagnes. On a eu le mouvement des Gilets jaunes qui, à mon sens, est lié aussi à ça. À un moment donné, voilà, on arrive à des clivages très forts parce que en haut de la pyramide, finalement, on a des fractures qui sont exacerbées. Et du coup, ça n'apaise pas du tout la société. Et aujourd'hui, on en arrive à se dire que finalement, il y a une déconnexion profonde. Voilà, donc c'est un mécanisme qui a pris du temps, mais on en est arrivé finalement là. Et on a oublié finalement que logiquement, on y reviendra, mais que le bien-être, c'est l'objectif de toute politique publique. Et que si on oublie ça, et qu'on ne met plus en débat les choses, et que c'est noir ou blanc, les choses ne sont pas noir et blanc, hein, noir ou blanche, excusez-moi.
Mais voilà, donc du coup, là, on ne peut qu'arriver à des fractures, à une violence dans la société qu'on peut tous ressentir au moins une fois de temps en temps, que ça soit en écoutant des débats politiques ou même dans le tram ou dans le bus, quoi. Enfin, voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais tout ça, c'est de l'histoire, en fait, où finalement, des raisons purement internationales du processus de globalisation qui est là. Donc, en gros, c'est la consommation, les échanges et la production qui se font à une échelle planétaire de manière quasi instantanée. N'oublions pas qu'une décision qui est prise à Pékin, elle est impactée directement à Paris dans la minute près, quoi. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et ça, on est dans un système économique, on est dans l'urgence, en fait, et dans la concurrence exacerbée. Donc, du coup, c'est vrai que ça explique, voilà, peut-être des fois la difficulté qu'on a à agir sur nos territoires, en fait. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier ça, et c'est ce que rappelait Romain, en disant de quelle manière ça a impacté finalement le fonctionnement ou le gouvernement de l'État français lui-même, quoi. Et peut-être pour continuer sur ce pourquoi vous plaidez, c'est-à-dire retrouver justement le bien-être au cœur des territoires, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre pensée là-dessus? C'est quoi le bien-être? Comment vous le caractérisez? Et comment on peut le déployer à l'échelle des territoires? Oui, alors du coup, le bien-être, c'est sûr que donc on a parlé du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, il faut bien faut bien être conscient du fait que moi, quand je parle de bien-être et de politique du bien-être, il ne s'agit pas du rayon des librairies de développement personnel ou de faire du yoga Bikram. Effectivement, ça sera peut-être très bon pour vous, mais à la rigueur, on s'en fiche particulièrement quand on travaille en tant que politique et qu'on doit travailler pour un collectif. Donc ça, si on rejette ça, c'est tout ce qu'on a en économie du bonheur, une marchandisation finalement du bien-être. Donc ça, moi je l'évacue, je ne dis pas qu'il n'y a pas certains éléments qui sont à prendre pour les individus, d'accord ? Mais par contre, le bien-être, on peut se dire qu'il y a différentes manières d'appréhender le bien-être. Le bien-être, ça serait la maximisation de votre plaisir et la minimisation de votre déplaisir, d'accord ? Donc là, aujourd'hui, à midi, certains d'entre nous ont mangé une glace dans le meilleur glacier du monde. Il y a écrit sur l'affiche. Hein. C'est même que je l'ai vu ce matin, c'est pour ça que je dis on ne repasse pas là pour goûter la glace. Donc là, on s'est fait du bien et c'est du bien-être hédoniste. Hein. Vous me l'accordez ? Mais en fait, il y a une autre notion du bien-être qui est beaucoup plus importante et qui va nous intéresser, c'est le bien-être eudémonique. C'est-à-dire que finalement, les gens auront un niveau de bien-être très élevé s'ils ont finalement... leur vie a du sens et qu'ils peuvent atteindre les buts dans leur vie. Et qu'ils ont des ressources sur leur territoire qui leur permettent d'atteindre ces buts. Donc c'est plutôt dans cette approche-là. Et du coup, on voit bien qu'il y a un lien entre le lieu où je vis et mon niveau de bien-être, puisque je vais avoir plus ou moins d'opportunités. Donc, hédoniste, eudémonique, ça va jusque-là? Ensuite, on peut souvent que le bien-être c'est subjectif, il ne faut pas s'y intéresser. Bah non, effectivement, le bien-être c'est subjectif. Si je vous demande votre niveau de satisfaction de vie ces derniers temps, il y en a qui vont me répondre 7, d'autres 8, d'autres 6. Et les valeurs que vous mettez, ça se trouve le 6 sera équivalent au 7. Mais bon, nous on a des techniques pour s'arranger pour que le 6 devienne un 7 et réciproquement qu'on ait une vraie valeur. Subjectif, c'est une déclaration de la personne. Elle a quand même de la valeur parce que c'est son ressenti, c'est ce qu'il vit au quotidien. Et à côté de ça, on a le bien-être objectif, donc on prend des éléments qui sont intangibles, qu'on considère comme indispensables pour bien vivre. Si vous n'avez pas d'eau, votre niveau de bien-être il va tomber à 0 facilement, donc vous allez mourir, c'est ça 0 pour moi. Voilà, donc il y a des besoins qui sont importants. Donc on a bien une approche aussi du bien-être objective et subjective. Et donc pour donner, et ensuite il y a une approche universaliste. Donc le fait que le bien-être, finalement, il dépendrait d'éléments qui ne sont pas liés à la culture ni à notre genre, par exemple, pour faire très vite, ou à notre âge. Et puis une approche contextualisée où on va dire le bien-être, il est lié à notre environnement de vie, à ce qu'on fait, à notre parcours de vie, au moment de notre vie, si on a des enfants, à notre culture, etc. Donc voilà, pour faire simple, en fait, la définition du bien-être que je donne, c'est finalement une combinaison subtile, et le mot, il est important, entre les aspirations d'une personne, ses talents, et finalement les éléments que lui apporte son espace de vie. Sachant que ces éléments l'espace dans lequel vit cette personne va déterminer ses aspirations. Et donc la boucle de rétroaction, elle est faite. Et on voit que là, les politiques, ils ont un rôle, les aménageurs ont un rôle à jouer pour agir sur le bien-être des populations.
Donc ça, c'est pour la définition qu'on peut donner du bien-être. Et vous voyez qu'on est dans une approche eudémonique. On parle d'espace de vie, donc on est dans une approche finalement où le bien-être d'un individu finalement est une construction sociale. Donc ce qui est déterminant dans le bien-être, c'est qu'on est en interaction avec les autres et que finalement cette relation avec l'autre et celle qu'on tisse avec notre environnement social, naturel, ou même, oui, social, naturel, ça suffit, je pense, j'en ai peut-être oublié un. Et urbain, parce que souvent on est dans l'espace quand même urbain, donc il y a des éléments patrimoniaux, typiques, etc. Finalement, agit sur notre bien-être à nous. Et là-dessus, en tant qu'acteurs territoriaux, on peut faire quelque chose, en fait. Donc on voit bien que c'est une construction collective et que donc, voilà, tout est lié. Il y a des choses qui sont dépendantes de notre vécu, du contexte. Et malgré tout, il y a des éléments qui sont subjectifs, on ne peut pas les nier, puisque notre vécu est propre à chacun. C'est comme le rêve, en fait. Hein. Tout l'aspect onirique, il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà pour la définition du bien-être et pourquoi finalement c'est intéressant. Vous avez compris ce que c'est que le bien-être, une construction collective, où je dois avoir un certain nombre d'aspirations, mes propres compétences ou mes talents, mes opportunités, et de l'autre côté, finalement, l'espace de vie l'espace dans lequel je vis rétroagit sur mes aspirations, et moi j'agis sur mon espace de vie. Donc on voit bien que là, on rejoint complètement la question, le gouvernement veille au bien-être des populations. Voilà. Donc il faudrait juste rappeler ça à nos élus ou à ceux qui écrivent la Constitution, etc. Du coup, je ne sais plus ce qu'était ta deuxième question. On pourrait y venir après, Lise, Voilà, notamment avec tes diapos. Je me retourne vers Romain, ça me permet de faire le lien, le gouvernement qui prend soin des gens. Est-ce que la décentralisation ne peut pas être un levier pour ça? Je disais tout à l'heure, Romain, que vous êtes l'une des grandes voix, si j'ose me permettre cette expression, de la décentralisation en France. J'avais écouté un interview de vous sur France Culture donné récemment, et vous avez évoqué cette idée, pardonnez-moi Romain si je la dis mal, vous pourrez la redire bien sûr, que la plupart des choses qui marchaient bien en France étaient finalement des démarches décentralisées, dont la culture. Vous utilisez l'exemple de la culture, et vous ayez un parallèle avec un thème qui nous concerne aujourd'hui, avec la santé, qui a tendance à être peu décentralisée, et du coup à ne pas répondre à tous les besoins des populations humaines. Alors, effectivement, on a un débat, encore une fois, séculaire en France entre centralisation et décentralisation. Et sur pas mal de sujets qui touchent au bien-être, vous avez des politiques qui peuvent être décentralisées et d'autres qui sont, à l'inverse, très centralisées. Et le système de santé en France, hein, la santé notamment hospitalière, c'est une gestion centralisée et déconcentrée, c'est-à-dire que ça reste une compétence d'État et les autorités locales, et donc à travers les autorités locales, c'est vous, moi, enfin nous tous, on a quand même peu de mots, peu de choses à dire. C'est-à-dire que la démocratie sanitaire, elle n'existe pas en France, quasiment pas. Alors d'une certaine manière, on peut le dire qu'elle existe parce que vous élisez évidemment un président de la République, il a un programme sur la santé, qu'il a un gouvernement, etc. Bon, mais on va dire au plus près des populations, la démocratie sanitaire, elle n'existe pas. Le programme de l'ARS, vous en avez parlé, je crois, l'ARS, le programme de l'ARS, personne ne le discute. Il n'y a pas un débat au conseil régional sur la feuille de route du directeur de l'ARS. On pourrait très bien imaginer une démocratie sanitaire beaucoup plus vivante, touchant évidemment au bien-être des populations, et qui soit un enjeu démocratique, un moyen aussi d'intéresser davantage. Pourquoi on a autant de personnes qui se désintéressent de la vie politique? C'est parce que beaucoup d'aspects de leur vie quotidienne ne sont pas gérés au plus près. Ils sont gérés soit par des hauts fonctionnaires, soit effectivement par des établissements ou des organes élus démocratiquement, mais qui se situent très loin. Donc la distance génère de l'indifférence. La distance peut ensuite, si cette indifférence
rencontre des insatisfactions, crée de la frustration et de la défiance. Et il n'y a rien de pire que la défiance pour un système démocratique. C'est-à-dire lorsqu'on ne croit plus, finalement, à l'autorité, lorsqu'on ne croit plus au pouvoir public. Et je pense que ça a été particulièrement le cas au moment de la crise du Covid. On commence à oublier la crise du Covid, etc. Mais il y a eu des enquêtes d'opinion publique qui étaient extraordinaires pendant la crise du Covid. Au moment, donc en 2020, sur la confiance, est-ce que les Français étaient confiants dans les autorités sanitaires et dans le gouvernement pour résoudre la crise? La France était une exception en Europe. C'est-à-dire que, comme tous les autres, on avait des morts, on avait des difficultés à s'organiser, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de trucs. Mais les Espagnols, les Italiens, les Anglais, ils avaient totalement confiance dans Boris Johnson, dans leur gouvernement du moment. Nous n'avions pas confiance. Nous n'avions pas confiance. Majoritairement, les Français suivaient les consignes, mais n'avaient pas confiance dans la... Oui. Donc c'est quelque chose qui mine un système démocratique. Cette défiance régulière, répétée vis-à-vis de l'autorité. Et typiquement, sur certains aspects effectivement du bien-être, eh bien, la décentralisation, encore une fois, il faut aussi être prudent et pas être naïf. La décentralisation peut aussi avoir des effets pervers, mais la décentralisation, lorsqu'elle est, on va dire, bien organisée, notamment parce qu'elle va enrichir la vie démocratique. Un petit exemple. Vous savez qu'aux dernières élections régionales, on a, par exemple, aux dernières élections municipales, on a connu des taux d'abstention records. Record. Si je prends les régionales, il y a une seule région qui est sortie du lot et qui a eu des taux de participation nettement plus élevés, 20-25 points plus élevés que la moyenne nationale. Vous connaissez ? La Corse. La Corse. Sauf que la Corse, effectivement, depuis longtemps, déjà c'est une île, bien sûr, on connaît cette histoire, plus ou moins, mais il y a une vie démocratique locale. Il y a des enjeux démocratiques locaux. On discute, on n'est pas d'accord, parfois ça dérape, mais ça vit, si vous voulez. C'est pas un astre mort, la Corse. Alors que je trouve que la vie démocratique locale dans beaucoup des territoires français aujourd'hui, ce sont des astres morts. On ne discute plus des questions qui pourraient vous intéresser. La question de la santé, la question de choix de développement, voilà, la culture, enfin voilà, il y a plein d'aspects qui pourraient être mis en démocratie et qui ne le sont pas. Voilà. Donc effectivement, je pense que la décentralisation, encore une fois, il faudrait regarder les modalités, mais pourrait être un levier d'enrichissement du bien-être. Et peut-être, Romain, pour continuer sur votre pensée, quel serait un scénario de décentralisation en faveur du bien-être, par exemple ? Alors, je ne sais pas s'il y a un scénario. Moi, j'ai toujours plaidé pour l'invention. Encore une fois, on ne pourra pas, vu notre histoire, copier un modèle. On sera, voilà. On ne sera pas des Allemands, on ne sera pas des Espagnols, on ne sera pas des Anglais, parce qu'on a une histoire, etc. Donc moi, si j'avais un rêve, ce serait d'inventer le fédéralisme à la française. Qui ne sera pas le fédéralisme allemand, qui ne sera pas le fédéralisme suisse, ou le confédéralisme suisse, helvétique, tout ce qu'on veut, mais qui sera un système qui permet une ascendance, qui permet effectivement à chacun de trouver sa place, d'engager un débat sur des choix de société à partir des territoires, à partir du bas, donc de partir du bas vers le haut. Et pas, alors on a tous en tête là que c'est une révolution culturelle pour le modèle français, qui ne fonctionne principalement que du haut vers le bas. Donc inventer le fédéralisme à la française,
c'est placer la question de l'autonomie, hein, l'autonomie politique, au cœur du système. Donc après, vu qu'on a quand même organisé une espèce de polyarchie organisationnelle, de cacophonie institutionnelle, il faudra quand même se poser la question, où est-ce qu'on place l'autonomie? Tout le monde ne peut pas être autonome non plus. Hein. Donc il faut quand même réfléchir, mais je pense que la région, par exemple, et je crois que c'est... Enfin, voilà, Europe Écologie Les Verts doit être le dernier parti politique favorable à ça, je ne sais pas pour combien de temps, pour le fédéralisme, notamment à l'échelle régionale. Mais je crois que la région peut être un espace intermédiaire qui permette d'adapter un certain nombre de spécificités, organiser un débat démocratique, notamment sur les enjeux de santé, par exemple, sur les enjeux de bien-être. Moi, je crois beaucoup, effectivement, à la commune. Hein, alors, à quelle commune? À la grande commune, peut-être dans certains cas, mais en tout cas, à un échelon local revivifié, où on lui donne davantage d'autonomie financière, et puis un échelon démocratique renforcé à l'échelle régionale, avec de vraies compétences, une vraie autonomie sur des sujets qui comptent pour les gens du territoire. Et où on puisse effectivement mettre en démocratie la santé, la culture, la transition écologique, etc., etc. Merci beaucoup Romain. Lise, je me retourne vers vous également. Je demandais à Romain un scénario concret d'un peu de décentralisation. Qu'est-ce que pourrait être un scénario concret de la mise en place du bien-être dans les territoires? Est-ce que vous pouvez nous présenter la méthode que vous avez proposée? Ouais, et là, on peut voilà. mettre vos diapos aussi. Ouais, mais juste avant, je voudrais dire que déjà renverser le modèle, hein, je suis un peu comme Romain, et puis surtout rappeler aux politiques quels sont leurs rôles, quoi. Enfin, voilà, c'est essentiel. Déjà d'abord, c'est faire en sorte que les gens se sentent mieux sur leur territoire. Et donc là, on a eu un bel exemple il n'y a pas très longtemps de quelque chose que ne voulaient pas les Français et qui est quand même passé. Hein. Donc un exemple. Mais j'insiste pas là-dessus. Donc en fait, pour moi, c'est comme disait Romain, c'est faire quelque chose qui soit ascendant, donc renverser le modèle. Et une des méthodes qui permet ça, c'est d'utiliser l'outil Telmi. Donc l'outil Telmi, je suis partie un peu dans l'urgence hier soir, j'ai oublié de vous prendre un ouvrage et puis un jeu de cartes. Hein. Mais du coup, il y a une image dans les diapos, en fait, donc je vais vous montrer un peu. L'outil Telmi, c'est un jeu de cartes que j'ai inventé et il y a 32 cartes qui représentent des éléments territoriaux qui peuvent être importants pour le bien-être des populations. Donc l'idéal, c'est d'avoir les 32, évidemment, hein, mais on demande aux gens, finalement, dans la rue, sur un jeu de plateau. Donc là, vous avez l'exemple, j'aborde une personne dans la rue. Ensuite, je lui pose sur un plateau, donc je vais vous montrer un des plateaux. On a dit qu'on allait dans ce sens-là, c'est ça? Ah non, dans le sens inverse, ouais. Ah non, on va voir. Le plateau, voilà, on a les 32 cartes. Donc dans les 32 cartes, vous avez sur ces cartes des éléments qui sont potentiellement importants pour le bien-être des gens. Donc ça va de l'accessibilité à des espaces verts ou des espaces publics, en passant par le fait de rencontrer son compagnon ou sa compagne, en allant, comme vous voyez, la couverture réseau et Internet, hein, en ayant un paysage naturel, en participant au projet territorial et de décision, avoir un territoire qui soit accessible, je puisse prendre mon vélo, je puisse prendre le train, etc. Qu'est-ce que je peux donner? Puis évidemment, avoir accès à mon emploi, la proximité de l'emploi, ou encore accès aux services médicaux pour revenir à une problématique qu'on a traitée. Donc j'ai le tableau, je l'ai devant moi, j'aborde quelqu'un dans la rue, du coup on va aller par là, c'est ça? Si tu peux... Ouais. Bien sûr, si tu veux aller... Non, de l'autre côté, justement, je vais revenir. Ouais. Voilà. Bon, là, c'était à Lyon. Hein, voilà. Je ne sais pas si certains... là, on ne voit pas. Donc, on aborde la personne dans la rue, on lui fait voir le plateau, on lui demande de choisir les 10 éléments qui sont les plus importants pour elle parmi les 32 cartes. Ensuite, on lui demande de classer de la plus importante à la moins importante pour que son niveau de bien-être soit le plus élevé dans son espace de vie. À partir de là, on lui demande de donner une valeur à la carte. Parce qu'il ne faut pas que ça soit le chercheur, le classement ne me suffit pas. Et donc la personne elle va dire, pour moi, la proximité de mon travail, c'est 30 points sur les 100 points que j'ai, et je mettrai 20 à la deuxième carte, et puis peut-être 2 à la dernière carte, qui sera peut-être la couverture réseau Internet. Vous voyez?
Et ensuite, on lui pose des questions sur son espace, toutes les questions, un peu de savoir qui est la personne, depuis quand elle est dans le quartier, pourquoi elle est arrivée là, etc. Et ensuite, on lui demande quelles sont les actions possibles qui permettraient d'améliorer son bien-être sur le territoire. Donc voilà, donc là c'était à Lyon en février 2021. Là justement j'ai oublié le jeu de cartes parce que j'étais en enquête hier en fait sur Paris 13e. Donc je suis en train de le faire. Donc voilà. Donc ça c'est une manière de faire parce que du coup c'est bien beau de faire des exercices de concertation, c'est bien de faire des ateliers ou je sais pas, faire des focus group, de faire venir les habitants ou de présenter des projets d'aménagement. Mais ça c'est pas co-construit. Et vous allez récupérer la parole que des gens qui savent parler, qui ont le temps d'y aller, etc. Moi, je défends la démocratie dans la rue. Tout se joue dans la rue. Alors effectivement, c'est dur, c'est chronophage. Là, j'ai 2 enquêteurs qui sont partis ce matin, qui étaient sur le terrain. Demain, je fais une journée dans le 13e, alors que, enfin voilà, avant de prendre l'avion pour la Réunion. Donc vous voyez, c'est quand même hard. Et en fait, là, je le fais pour la recherche, parce que le 13e, c'est là où je vis. Et donc c'est mon intérêt. Mais en fait, il faut voir que là, c'était à Lyon. Et donc c'est les élus de la ville de Lyon qui m'ont passé, qui m'ont passé une commande. Je les ai formés à l'analyse du bien-être. Et pareil pour le Grand Cahors, cette année, j'ai travaillé à l'évaluation de la politique de la ville. Donc là, on est allé dans un QPV pour évaluer et recueillir. Et on s'aperçoit que finalement, et à Cahors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que j'ai fait le travail sur les habitants avec des agents de la préfecture, du Grand Cahors, des associations, etc., des gens que j'ai formés, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Hein. Et ensuite, je suis allée voir les acteurs territoriaux. Et je leur ai fait faire le questionnaire en se mettant à la place des habitants. Et on voit qu'il y a des différences de représentation. Donc ça veut bien dire que nous, en tant que les élus, les politiques et les acteurs territoriaux, ont leur propre représentation de ce qui est nécessaire pour les habitants et de ce que veulent les habitants. Et donc là, on avait quelques différences. Globalement, quand même, au Grand Cahors, ils connaissent bien leurs habitants, mais il y a quelques éléments sur lesquels ils vont faire attention pour le nouveau contrat de ville. Donc, et là, on recueille vraiment la parole des gens que jamais vous verrez nulle part, quoi, et qui vont peut-être pas voter. Donc, pour moi, c'est ça. Et on remonte. Et effectivement, il y a des choses qu'ils vont proposer qui ne seront pas pertinentes, parce qu'on ne pourra pas les mettre en place ou qui ne relèvent pas des compétences de la collectivité. Donc là, pour certains, sur celui-ci, si vous voyez, il y a Chloé Vidal, une élue Europe Écologie Les Verts à la démocratie. Bah, je n'y arrive plus là. Ah, ok. Voilà, ouais, bah là vous la voyez ici sur le premier plan, sur la gauche en fait. Et voilà, c'était vraiment, elle est venue sur le terrain avec nous. Donc évidemment ça complique un peu la donne quand on a un élu au marché ou dehors dans la rue avec nous. Voilà, juste pour vous montrer des éléments sur... Alors on va y arriver, voilà. Ça c'est le pourcentage de personnes, donc on va choisir plutôt... Ouais, voilà, ça c'est le nombre de points. Donc on voit que l'accessibilité du territoire, c'est le premier élément de bien-être pour les Lyonnais enquêtés en 2021. Ensuite, le niveau de sécurité des biens et des personnes, l'environnement sain et sans nuisance. On a aussi l'accessibilité à des services médicaux. Et on voit que c'est des préoccupations des Français dont on a discuté aujourd'hui, en fait. Le paysage naturel. Et on voit en fait les aménités naturelles qui prennent beaucoup de place. Par contre, quand on interroge les acteurs territoriaux, par exemple à Cahors, sur la question aménité naturelle, ils sont moins sensibles. Ils pensent que les gens n'ont pas forcément besoin. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et puis bon, on peut se faire les calculs en pourcentage. Donc, je vais juste vous donner le pourcentage pour que ça soit un peu choc. 71% des personnes enquêtées à Lyon considèrent que l'accessibilité du territoire, c'est le premier élément de bien-être pour eux. En fait, c'est celui qui est le plus important pour eux, le niveau de sécurité, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais, je pense, à montrer sur des méthodes. Il y en a d'autres méthodes, ça c'en est une parmi d'autres, mais on va dans la rue et on s'aperçoit que finalement, les éléments de bien-être des gens, il y a des différences en fonction des personnes, des lieux d'où ils vivent, de ce qu'ils ont vécu. Et puis, il y a aussi quand même des grosses convergences, et peut-être que c'est d'abord sur les convergences, en fonction de l'aménagement et du lieu où on doit faire un aménagement, d'interroger les gens pour connaître aussi leurs préférences et de les mettre en adéquation avec les besoins finalement globaux peut-être du territoire ou à répondre à la question climatique. Franchement, les Français sont prêts. Dans tous les questionnaires, on a toujours cette question-là qui revient, quoi. Voilà, donc c'était juste pour donner
un petit exemple d'une méthode. J'en ai mis au point 4 autres. Vous pouvez les retrouver. C'est un livre téléchargeable gratuitement sur Internet avec la méthode. Merci beaucoup, Lise. Peut-être avant de donner la question à la salle, Romain, je reviens un petit peu sur ce fédéralisme à la française pour lequel vous plaidez. On est en Bretagne, vous êtes breton, il y a beaucoup de Bretons, bretonnes ici. Ce serait chouette que vous nous offriez votre regard sur cette région et aussi quelle est la vôtre. Qu'est-ce que ça apporterait à la région de Bretagne, ce fédéralisme à la française? Voilà. Bien, par exemple, si on avait eu un fédéralisme à la française, on pourrait espérer que la Bretagne soit un peu moins dépendante énergétiquement. Hein, on a quand même c'est une région qui souffre de faibles capacités énergétiques, notamment en énergie renouvelable. Vous voyez, quand vous regardez l'Écosse, par exemple, hein, qui depuis 20 ans a énormément investi, voilà. Si elle avait eu les compétences, on peut imaginer que la Bretagne aurait fait différemment, hein, en fonction de son contexte naturel. Sur la santé, hein, il y a une organisation du territoire qui doit aussi être importante lorsqu'on conçoit des politiques publiques. Hein. Brest, une grande moyenne ville, hein, et d'autres villes moyennes, comme Vannes, Saint-Brieuc, etc., mais en même temps un centre Bretagne qui n'est pas non plus déserté, avec un ensemble de petites villes, fait que voilà, ça n'a rien à voir avec la Nouvelle-Aquitaine, ça n'a rien à voir avec les Hauts-de-France. Donc ce fédéralisme à la française, appliqué en Bretagne, pourrait effectivement, en matière de mobilité, vous voyez, sur les trains qui vont du nord vers le sud. Sur l'agriculture. Sur l'agriculture, c'est encore une autre question. Effectivement, là, il y a une vraie controverse aujourd'hui de plus en plus prégnante sur le modèle agricole breton. Effectivement, il y a des choix à faire qui doivent être tranchés par la démocratie. Et donc, sans doute que ce fédéralisme à la française permettrait, ou ne permettrait pas, mais en tout cas mettrait en démocratie la question du modèle agricole breton. Le modèle agricole breton, il a beaucoup bénéficié aussi du centralisme à la française. Hein. C'est un produit aussi du centralisme à la française, dans lequel se sont engouffrés toute une génération d'agriculteurs. Mais voilà, on aurait pu imaginer une autre organisation aussi du monde paysan dans les années 50, hein, 60. Sauf que une organisation nationale avec un secteur très centralisé fait que voilà, les intérêts sectoriels de l'agriculture ont pu parfois se faire au détriment du territoire. Donc voilà, donc effectivement, hein, sur les questions de santé, sur les questions d'agriculture, d'alimentation, de mobilité, d'énergie, on voit bien que les choix de la Bretagne ne devraient peut-être pas être exactement les mêmes que ceux d'autres régions. Et donc là, il y aurait tout intérêt à avoir quand même une marge de manœuvre d'autonomie politique qui permettrait de prendre la bifurcation ou une trajectoire un peu plus marquée, un peu plus forte. Merci beaucoup à tous les deux. Bon, il me reste une dernière petite question et je voulais quand même laisser pas mal de place à l'auditoire pour cet échange. C'est souvent le plus intéressant, donc je la garde sous le coude au cas où. Mais je vous propose qu'on passe la parole à la salle. On peut prendre 2-3 questions et puis Romain, Lise, vous pouvez répondre comme bon vous semble. Il nous reste 30 minutes environ pour cet échange. Une question très pratique. Vous interviewez combien de personnes pour que ce soit représentatif sur un territoire? En fait, j'ai un échantillon représentatif en genre et en âge. Après, j'ai des questions sur même le revenu des gens. Et les gens, ils cochent. Ils cochent la case de revenu. Donc, on dit toujours que les Français ne disent pas combien ils gagnent. C'est les femmes, des fois, qui ne veulent pas. Elles ne sont pas gentilles. Et sinon, donc voilà, pour répondre, un échantillon de 30 est suffisant. Ça dépend du temps que vous avez. Oui, si c'est représentatif, vous avez une feuille de quota.
Donc en fait, vous appliquez... non, c'est pas beaucoup, mais ça suffit parce que c'est des gens qui sont représentatifs du territoire. Donc j'ai autant de personnes qui ont entre 20 et 25 ans que de personnes qui vont avoir plus de 75 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est représentatif de ce qu'il y a sur le territoire. Bon, alors généralement, j'évite quand même 30, hein. On est d'accord, je fais 1,5, donc 45, c'est le min pour moi. Et généralement, avec les collectivités, comme on est sur le terrain une journée, voire une journée et demie, on fait 75 ou 90. Voilà. Là, sur une semaine d'enquête, on est samedi, ils n'ont pas encore atteint les 90 sur une semaine d'enquête. Donc c'est voilà. Après, tout dépend des questions que vous posez. Ça prend 8 minutes pour le tableau. Mais voilà, toujours un échantillon représentatif de la population, sinon on ne peut rien dire. Voilà. Oui, moi c'était juste pour réagir à la dernière intervention qui demanderait à être développée, parce que quand vous dites dans les années 50, c'est surtout l'État français qui est intervenu. Pour moi, c'était en Bretagne notamment, c'était le CELIB, c'est-à-dire l'union des politiques de droite et de gauche, des élus de droite et de gauche du territoire, qui ont fait pression à Paris pour avoir un certain nombre de moyens de développement. Et c'est là qu'est née aussi l'agriculture productiviste, dont on a les conséquences maintenant. Donc ça mériterait un éclairage. Puis quand vous parlez de Bretagne, j'ai l'impression que vous parlez de la Bretagne administrative. Et comment peut-on penser du fédéralisme sans imaginer la Bretagne réunie? C'est du bien-être. Hein. Moi, en tant que Breton, j'irais beaucoup mieux quand je saurais que quand on parle des Bretons, on parle bien de tous les Bretons et pas uniquement de ceux qu'a distingué Pétain, puisque c'était en 1941 qu'il a séparé la Bretagne et qu'il a enlevé la Loire-Atlantique de la Bretagne historique. Voilà, c'était juste une petite pique au passage, mais j'aimerais bien votre éclairage là-dessus. Merci Christian. On peut peut-être en prendre une ou deux questions en main, si ça vous dérange pas. Sachant qu'il y a aussi des Sartois, Sartoises dans la salle qui sont attachés à Nantes en tant que Sartois et Sartoises aussi. Ça va être une bonne question pour Romain. Comment disait Jules César, malheur au vaincu. Sur la déconcentration, décentralisation, est-ce que vous imaginez quelque chose comme une taille critique de collectivité, maximum ou minimum, pour qu'un débat démocratique, je dirais au ras des pâquerettes, puisse réellement émerger? Question dernière. Non. Allez-y, Romain, Oui. si vous voulez réagir. Je peux bien sûr. Ah oui, oui. Parfait. Merci. Alors, sur les questions de la Loire-Atlantique, moi je suis pour le référendum. C'est-à-dire que, vous voyez, on a parlé de démocratie depuis pratiquement une heure. Cette affaire devrait être tranchée depuis longtemps, hein, par un référendum, l'organisation d'un référendum. Voilà, effectivement, pour améliorer le... Voilà, c'est une question aussi de bien-être. C'est vrai que ça crée des tensions, on le voit bien de toute façon, donc à tort ou à raison, ça crée des tensions. C'est un point de fixation. Et donc moi je trouve qu'il faudrait que la démocratie, voilà, s'exprime, hein, en la matière. Donc, et d'ailleurs, je suis toujours un peu surpris de la peur de la démocratie en France. Cette incapacité. Ou alors, alors après, il faudrait aussi la respecter. C'est-à-dire que lorsqu'elle s'exprime en faveur, voyez, du projet de Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? On la respecte ou on la respecte pas? C'est vous qui répondez aux questions. Non mais voyez, c'est dans les... Non, mais voyez, voilà, c'est donc il faut... C'est complexe, c'est la pensée complexe. Voilà. Donc moi je suis pour la démocratie, pour la respecter dans tous les cas. Voilà. Tout dépend de l'échelle. Le référendum, Ouais, pas forcément de référendum. l'échelle. Donc voilà, c'est son picardel. Voilà. Donc voilà, mais d'une certaine manière, vous remettez en cause la démocratie. Voyez. Non. Après, une fois que... Il n'y a pas eu de référendum pour savoir à quelle échelle on appliquait le référendum. D'accord. Donc moi, Mais le référendum n'est pas démocratique. En tout cas, moi, pour la question de la Loire-Atlantique, je serais pour un référendum. Voilà. Décisionnel. Après. Pas consultatif.
Et vous m'avez parlé... Oui, et le Célib. Ah, ouais, le Célib, je l'ai bien... Voilà, c'est une partie de ma thèse, le Célib, hein, donc je le connais bien. Effectivement, le Célib, il avait deux obsessions. Les forces politiques bretonnes avaient deux obsessions. Ça reste aujourd'hui le grand paradigme hein, du développement breton. C'est un, désenclavement, deux, industrialisation. C'était partagé par tout le monde, la grande majorité, on va dire. À droite, à gauche... Je dirais même que c'est encore partagé. Encore aujourd'hui, ça reste les deux piliers du développement breton, désenclavement, industrialisation. Et effectivement, le monde paysan, une partie du monde paysan, une grande majorité du monde paysan, s'est enrôlé dans cet effort d'industrialisation et de désenclavement. Parce que pour eux, c'était... Voilà, écouler les productions plus rapidement, donc se rapprocher du marché anglais, c'est l'invention de la Brittany Ferries. Les 4 voies gratuites, bah, c'était plus vite à Paris, à Rungis ou ailleurs pour les productions bretonnes. Donc effectivement, ils ont été même leaders. Alors, ils ont été leaders, mais le Célib et le monde paysan, il y a eu aussi des tensions. Il y a eu aussi des tensions. Et donc, ils se sont servis l'un de l'autre. Parce qu'à partir du début des années 60, enfin, on va dire, le Célib n'est plus une force, on va dire, apolitique. C'est-à-dire la politique s'en est mêlée, comment Flippono a dit, trahison des notables. Et donc, la droite et la gauche se regardent en chien de faïence à partir du milieu des années 60 au Célib. Donc déjà, le Célib est affaibli. En revanche, les paysans, eux, sont remontés comme en 40, si vous me permettez l'expression, et vont faire énormément pression pour que des investissements soient faits en Bretagne. Et donc, la grande affaire du Célib de 1968, en fait, c'est donc, vous connaissez peut-être, hein, on est en plein mai 68, et Georges Pompidou reçoit une délégation du Célib. Pourquoi? Parce qu'il a peur, Georges Pompidou, qu'à côté des étudiants, se mêlent les paysans bretons. Et le Célib dit, attention, nous on peut les arrêter, mais vous voyez, il faut vraiment nous donner beaucoup. Et donc, ce sera le port en eau profonde de Roscoff, c'est les fameuses 4 voies, c'est le plan routier breton, et tout ça, tout ça. Donc, voilà, le Célib et le monde paysan, bien sûr, ils ont marché parfois ensemble, ils ont été aussi des alliés objectifs, hein, même si c'est, voilà, après il faut... Voilà, quand on se replonge dans l'histoire, il y avait aussi des tensions, il y avait aussi des oppositions. Mais par contre, l'idéologie du développement breton, l'esprit du Célib, est encore extrêmement vivace. Hein, c'est-à-dire désenclavement, industrialisation, et puis j'y ajouterais peut-être un troisième point qui est une négociation avec l'État, c'est-à-dire... avec et contre l'État, c'est-à-dire qu'on réclame beaucoup à l'État, mais on est très légitimiste ensuite dans la mise en œuvre. Hein, donc c'est un jeu de négociation, parfois de violence, hein, c'est des violences, voilà, les manifestations paysannes, c'est les bonnets rouges, et des choses comme ça, mais ensuite, on va être à côté de l'État pour mettre en œuvre. Finalement, lorsque vous regardez encore aujourd'hui, alors le problème c'est que, me semble-t-il, le système est un peu arrivé au bout du rouleau. C'est-à-dire que pour voilà, enclencher des bifurcations sans doute très fortes sur l'économie décarbonée, sur l'agriculture, on en a parlé, est-ce que ce système-là, dans sa conception idéologique et ses pratiques politiques, peut perdurer? Ça semble plus compliqué. Ça semble plus compliqué parce que la société bretonne a changé et que il y a d'autres attentes, c'est plus simplement le développement, il y a aussi le bien-être, des choses comme ça. Mais le développement dans les années 60-70, c'était le bien-être que les gens voulaient. Hein. Exactement. Donc, bon, la métamorphose de Clausewitz. Sans doute que, vous voyez, par exemple, sur l'énergie, clairement, le modèle breton n'a pas permis à la Bretagne de faire une bifurcation. Alors qu'un autre modèle, par exemple le fédéralisme à la française, aurait peut-être pu le lui permettre. Ah si, la taille critique, pour moi il n'y a pas de taille critique. Il n'y a pas d'optimum,
seuls les aménagistes français pensent qu'il y a une... voilà, ils sont les seuls au monde à penser ça. Ce n'est pas la taille, ce sont les compétences. Voilà. Hein, ne pas... Vous voyez, en France, on confond toujours l'empreinte foncière à la puissance politique. C'est pas parce que vous êtes une grande région que vous êtes puissante. Hein. C'est pas parce que vous avez la taille de la Belgique avec un budget d'un conseil régional lambda que vous allez être puissant. Hein, vous voyez, le Pays basque espagnol est tout petit. Il est extrêmement puissant. En compétences fiscales, en capacité là à engager sa bifurcation écologique de son économie. Voilà. Donc en France, on réagit, enfin, on a une façon de penser toujours en termes d'aménagement et de taille, alors qu'il faut effectivement, à mon avis, plutôt raisonner en termes de puissance politique, de ce que moi j'appelle la capacité politique. Et ça, dans la plupart des cas, nos collectivités territoriales sont faibles, voire très faibles. Parce qu'elles n'ont très peu de pouvoir réglementaire et, sauf dans les cas ultramarins, très peu d'autonomie législative. Et financière. Lise, on va reprendre un tour de parole. Lise, tu voulais réagir sur la question des échelles, peut-être, en tant que géographe ou... Non, je pense qu'on est toujours en... la taille ne fait pas la fonction. Déjà, ça a été la première erreur qui a été commise quand on parle de métropole. On pense qu'une métropole, c'est une grande ville. Enfin, en tout cas, les métropoles globales ne sont pas forcément des grandes villes. La taille ne fait pas la fonction. Voilà, ça c'est une leçon. C'est un article qui est vachement lu, en fait. Le truc débile, en fait, tout le monde le lit parce qu'on oublie l'essentiel, en fait, la plupart du temps. Donc c'est 2 et 2, ça fait 4. Voilà. J'ajouterais ça. Donc c'est vrai qu'on se fait des nœuds au cerveau sur une taille optimale. Alors ça vient d'où? Bon, Romain a dit que c'était les aménageurs, hein, c'est peut-être encore... j'ai le droit de taper dessus, peut-être les économistes, parce qu'on a des modèles de localisation où on cherche à déterminer la taille optimale, en fait. Voilà. Tu as d'autant plus le droit de taper dessus que tu es docteur en économie. Et que je travaillais en économie urbaine sur ces modèles. Voilà. Voilà. Dernier tour de parole, et puis après, on passera à l'apéro. Oui, pour donner un exemple, j'étais à la région Pays de la Loire. On avait une coopération avec le Schleswig-Holstein. Pays de la Loire, c'était dans les années 2000, quand la région a basculé pour la première fois à gauche. On était à 4,3 millions d'habitants. Le Schleswig-Holstein, c'est plus petit. Le rapport du budget entre la région Pays de la Loire et le Schleswig-Holstein, le Land, c'était de 1 à 10. Et quand on compare les régions européennes, il y a notamment un programme européen SPON qui est très éclairant là-dessus. Quand on regarde la taille des régions et la puissance des régions, nos régions françaises n'étaient pas ridicules. Elles n'étaient pas ridicules en termes de taille. C'était faire une réforme pour aboutir à l'aberration d'une région comme la Nouvelle-Aquitaine, c'est... Si je peux juste ajouter quelque chose, c'était qu'on mélange la grosseur et la grandeur. Oui, je voulais revenir sur le fédéralisme. J'entends tout ce que vous dites. Je ne peux pas l'opposer au jacobinisme parce que pour moi c'est un mot valise qui correspond à une époque. D'ailleurs, il est breton aussi, le jacobinisme. Mais ce qu'il y a, c'est que je m'interroge aujourd'hui sur tous les pans du bien-être des gens qui dépendraient de ce fédéralisme. Hein, en particulier, vous avez parlé de la santé. Dans la décentralisation, la déconcentration, dans ce qu'on appelle maintenant la différenciation régionale, il y a des pans qui peuvent être abordés et qui me semblent un peu compliqués, dans la mesure où ils peuvent intervenir sur la justice, sur la sécurité sociale, sur l'école. Hein. Je trouve particulièrement, moi, déjà aberrant que la région Bretagne, par exemple, soit obligée de négocier l'apprentissage de la langue bretonne tous les 5 ans. Alors que, nationalement, elle devrait être décidée. Vous voyez, c'est un peu le problème des paradoxes du fédéralisme. Il doit y avoir un choix politique qui est fait une bonne fois pour toutes. Et d'autre part, l'extrême fédéralisme, enfin, si on y apporte l'extrême régionalisation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, est-ce qu'elle ne va pas devenir, elle ne pourrait pas devenir dépendante des majorités élues? Parce qu'effectivement, on change de majorité, alors on installe des baronnies, comme disait madame, et elle a raison de dire ça, pendant un certain temps, c'est ce qui se passe en ce moment, mais ça peut changer.
aller du meilleur au pire, ou du pire au meilleur, donc ce serait bien. Et donc constater que ce fédéralisme, lui aussi, sa nature va changer. Comment est-ce qu'on peut évoluer à l'intérieur de ça? Il y a un grand déséquilibre en Bretagne entre l'Armor, le littoral et l'Argoat, les terres. Et je me pose la question si on donnait plus de compétences aux agglomérations dans l'Argoat avec la forte concurrence des métropoles, est-ce qu'on arriverait malgré tout à diminuer ce déséquilibre? Peut-être une dernière question, s'il y a, c'est pas une obligation, puis après, Lise Roy pour en répondre. Moi, je vais être très dur. Je pense que la question qui était, c'était en quoi la décentralisation peut être favorable au développement du bien-être des territoires. Et j'ai pas trouvé un élément de réponse. Donc, je suis très gêné par rapport à ça. Je prends plein de questions. Parler de la question énergétique, typiquement, là, on a eu un gros problème avec du gaz et de l'approvisionnement et de l'inflation. On était vachement bien content d'avoir un tarif bleu national. Moi, le premier. Donc, j'ai toujours pas compris en quoi la décentralisation, c'est un facteur du développement du bien-être des territoires. Ça n'est pas absent. Donc, j'ai un peu beaucoup de mal. Et effectivement, ça revient sur la question de Vincent, je pense, qui est si on fait une échelle plus petite, si on fait un fédéralisme, est-ce que la démocratie va mieux s'appliquer? Et pour moi, en fait, la question, c'est l'application de la démocratie, comment ça fonctionne, et pas du tout la question de la décentralisation. Je suis désolé. C'est peut-être moi qui ai mal posé des questions pour répondre à la question globale, mais moi j'ai entendu des éléments de réponse quand même, on peut y revenir en tout cas, sur comment la décentralisation est liée au bien-être. Alors, je prends peut-être dans l'ordre. Sur le fédéralisme, il y a 1000 formes de fédéralisme. 1000 formes de fédéralisme. Donc, encore une fois, le fédéralisme canadien, c'est pas le fédéralisme états-unien, etc. Ce qu'il faut surtout comprendre dans le fédéralisme, c'est la théorie des pouvoirs, c'est-à-dire que le pouvoir arrête le pouvoir. Quand vous avez Donald Trump à la tête des États-Unis, pays fédéral, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Parce que le pouvoir des États américains va arrêter en partie le pouvoir central incarné par Trump. Donc et évidemment, d'élection en élection, ces équilibres de pouvoir évoluent. Les rapports de force évoluent. En bien, en mal, tout dépend de l'opinion politique que l'on a. Mais l'idée, c'est les checks and balances. C'est ça, c'est que le pouvoir arrête le pouvoir et que donc il n'y ait pas un pouvoir absolu qui remette en cause des libertés fondamentales, qui remettent en cause le système démocratique. Donc, effectivement, pour reprendre vos exemples, il peut arriver que dans une région, ça bascule à l'extrême droite, à l'extrême gauche, vous voyez, on peut imaginer plein de choses, plein de scénarios. Oui, ça peut arriver. Sauf que dans un système fédéral, encore une fois, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire qu'il est peu probable que, puisque les calendriers électoraux sont variés, dans certains pays fédéraux d'ailleurs, chaque entité fédérée a son propre calendrier électoral, il est peu probable qu'on arrive à un alignement des planètes qui donne tous les pouvoirs à une seule famille politique. C'est ça donc, d'une certaine manière, un Emmanuel Macron, il a beaucoup plus de pouvoir qu'un Joe Biden. Beaucoup plus de pouvoir. Évidemment plus. Alors, on est plus petit et moins puissant, donc évidemment. Mais, voilà, c'est le président de la République à la française, l'hyper-présidentialisation française, c'est un truc unique au monde. Unique au monde. Peut-être Erdogan, Turquie. Et vraiment, oui, c'est pas... Voilà. Mais là, on est dans un régime, semi-démocratique. Voilà, alors, pour la question du bien-être et de la décentralisation, c'est faire l'hypothèse que des pouvoirs qui s'exercent localement, donc des compétences sur la santé, des compétences sur l'alimentation, des compétences sur les mobilités, gérées localement, puissent être
un relais de politique publique favorisant le bien-être. Mais encore une fois, il n'y a pas de relation directe entre décentralisation et bien-être. Hein. Il y a effectivement, vous parliez de la sécurité sociale, madame, vous parliez du tarif bleu réglementé. Effectivement, l'égalité peut, ça dépend un peu de l'opinion qu'on a, elle peut être aussi fabriquée à l'échelle nationale, comme elle peut être aussi fabriquée à l'échelle européenne. Hein, on est aussi protégé de certains affres de la mondialisation grâce à la puissance du marché européen, hein, et pas simplement de notre petit hexagone. Et en fait, si je peux me permettre, Romain, je pense que la question elle a été posée, c'est pas notre spécialité en fait de mélanger les deux. Hein. C'est aussi parce que par un très grand hasard heureux, parce qu'on se connaît avec Romain, on s'est retrouvés ensemble, donc des centres d'intérêt communs, qu'on a essayé de répondre à cette question. Mais je pense que quand Damien a formulé cette question, il avait au milieu la proximité. C'est plutôt finalement comment la proximité qui serait générée grâce à la décentralisation permettrait de mieux favoriser le bien-être des populations. Et donc c'est vrai qu'il y a un mot-clé qu'on n'a pas employé, pourtant en préparant on l'avait bien mis, il y a un mot magique, c'est proximité. Et donc c'est sous-jacent en fait à cette question que nous a proposé Damien. Donc peut-être qu'on n'en a pas assez parlé, mais voilà, vous saisissez. Et puis cette idée aussi de l'ascendance, c'est-à-dire que ça vient du bas, des habitants, donc du coup on est bien dans la proximité, et que ce serait cette idée qu'en décentralisant, finalement les habitants reprennent un peu de pouvoir démocratique ou de gouvernement, ce qu'on ne va pas appeler la gouvernance, mais plutôt parce qu'on utilise gouvernance à la place de gouvernement, mais voilà, qui se ressaisissent du gouvernement. Je ne sais pas si vous saisissez, si je suis claire, mais voilà, c'était un peu cette idée. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû mettre un sous-titre, et c'était un point d'interrogation en fait, c'était une question. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous va comme ça, si c'est mieux pour vous. Et, voilà. Mais vous voyez, il y a tout, parce qu'il y a toute une littérature sur cette question de la proximité, des services médicaux par exemple, des services que certains qualifient de services de proximité, que moi je qualifie de services présentiels en fait, qui sont liés à la présence des habitants, qui sont indispensables, et qu'a révélé la crise sanitaire, elle a révélé que même dans des grandes villes, et comme à Paris, il y avait des endroits où on manquait de certains services. D'accord ? Et donc du coup, ça reprend cette thèse donc d'un collègue qui s'appelle Carlos Moreno, que je connais très bien. Voilà, sur cette ville du quart d'heure. On peut discuter de la pertinence, de l'impertinence de ce... Mais ça reprend cette idée aussi du bien-être qui serait lié dans la proximité, qui se ferait aussi dans la proximité collective, en fait. Voilà, pour ça. Voilà. Mais c'est une vraie question de recherche, en fait. Non, par contre, j'ai pas répondu à la question sur le Centre-Bretagne. Oui, on pourrait très bien imaginer, effectivement, des compétences renforcées pour les intercommunalités du Centre-Bretagne, notamment sur des questions de mobilité, sur des questions des déchets, effectivement. Enfin voilà, on peut envisager sur la question du traitement d'un certain nombre de problématiques liées à la relative périphérisation de ces territoires. Mais là aussi, il faut aujourd'hui un peu nuancer. Vous savez qu'il y a des parties du Centre-Bretagne qui regagnent de la population. Vous savez, voilà. Donc bon, mais effectivement, on peut très bien imaginer dans une logique de différenciation, équiper, entre guillemets, armer de manière différenciée certaines collectivités territoriales au nom d'une spécificité qui serait d'exercer de manière plus forte des compétences dont a besoin cette population pour se sentir mieux équipée, mieux lotie dans la vie de tous les jours. Allez, Patrick, une petite dernière question. C'est vrai qu'il nous reste potentiellement 5 minutes. Parce que nous sommes à une réunion d'écologistes, si on parle d'aménagement du territoire, je voudrais juste rappeler, et moi je pense qu'il faut capitaliser, qu'on a eu en 1998 une ministre écologiste,
du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui a porté notamment une loi, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est la loi d'orientation et d'aménagement et développement durable du territoire, qui notamment faisait référence à une notion, je me rappelle avoir travaillé avec les services de la data là-dessus, sur la notion de territoire pertinent. On voit bien que le découpage administratif, je suis breton, je suis morbihanais de naissance, etc., même si j'ai vécu à Angers, même si j'ai été élu à Couëron dans la région nantaise et conseiller régional, donc à la région Pays de la Loire, qui pour mes copains de l'UDB est un sacrilège, être conseiller régional Pays de la Loire. Mais la notion de territoire pertinent, on voit bien qu'elle est souple. On prend un exemple, le pays de Redon, il y a bien un bassin de vie, on est à cheval sur 2 régions, on est à cheval sur 3 départements. Si c'était les découpages administratifs qui prédominaient, on serait pas à faire le bien-être des populations. Donc, heureusement, on est capable à un moment donné d'avoir une agglomération de Redon qui est à cheval. Mais ces notions de territoire pertinent, on voit bien que c'est la question, c'est de se dire, je parle d'une politique de transport, si je fais à l'échelle d'une agglomération, ça ne va pas être des décisions communales. Et là, heureusement qu'on a dans ces moments-là. Je trouve que le procès fait aux outils est un procès trop facile. C'est la volonté politique qui est derrière. Quand on a fait les SCOT, moi je prends Pays de la Loire, pourquoi on a l'aberration d'avoir un SCOT Nord-Loire, nord de l'estuaire, et un SCOT Sud-Loire. Le Sud-Loire, il est plutôt à droite, voire très à droite, donc du coup on les laisse entre eux. Mais la logique de l'estuaire, après on s'étonne que du coup la question centrale de l'estuaire de la Nord ne va pas prise en compte. Simplement, vous voyez bien, moi j'accuserai pas les outils et j'accuserai pas les technocrates qui sont derrière ces outils, j'accuserai, j'en suis un, j'accuserai les élus qui n'ont pas la volonté politique à la hauteur des enjeux. Mais la notion du territoire pertinent, on voit bien que suivant, il y a des moments où, y compris la région n'est pas de bonne taille, il y a des décisions qui doivent se réfléchir là-dessus. Vous prenez, quand la métropole nantaise s'est développée, ce qui était dommage, c'est que la métropole se développait, mais du coup, le reste du département devenait une interlande. Il n'y avait pas le même pilotage politique d'aménagement du territoire pour le reste du territoire. Donc c'est là qu'on voit bien, et ça s'est fait dans la région de Brest ou pas, on peut trouver de la contractualisation entre la métropole et un arrière-pays. Donc vous voyez bien, je trouve que la question des découpages administratifs et la question justement des entités, enfin, la loi Voynet, le triptyque, le triptyque, loi Chevènement sur l'intercommunalité, loi Voynet sur LADDT et la loi SRU là-dessus, je trouvais que c'était des outils, je trouvais que j'étais fier de la gauche à ce moment-là qui mettait en place. Mais je dis bien, ne faisons pas porter aux outils, aux techniciens qui les supportent, la responsabilité ou les responsabilités quelquefois des élus. Merci Patrick. Peut-être qu'il y aura une petite réaction sur la loi API, la loi de Dominique Voynet, loi API, et sur justement le rôle des élus. De la gouvernance, des conseils de développement. Exactement. Oui, c'était une loi effectivement qui était... Alors, sur les pays, le premier à avoir tiré, c'était Charles Pasqua. Hein, c'était la loi de 93. Hein. Mais Dominique Voynet y a ajouté effectivement le SCOT, hein, qui était porté par les pays, le conseil de développement, etc. Et effectivement, c'était une manière d'envisager la supra-communalité, qui effectivement, il y a des sujets qui doivent se piloter au-delà des limites administratives, au-delà des petites compétences de certaines collectivités territoriales. Alors après, ce sont aussi des questions démocratiques, c'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, certains qui réfléchissent à l'avenir de l'intercommunalité se disent, est-ce qu'il faut véritablement politiser ces intercommunalités, par exemple, c'est-à-dire si on fait élire, vous voyez, les intercommunalités comme les communes, il y a un vrai risque que les compromis politiques qui ont été possibles ne le soient plus. Donc, est-ce que la démocratie, parfois, ne peut pas être un obstacle à des visions de développement de type grande interco ou pays qui rencontrent un certain nombre de résultats parce que on n'est pas dans un petit jeu politicien et où voilà, il y a des accords qui se font dans le silence
l'assourdissant des assemblées intercommunales ou des pays, et que si voilà, il y avait une vie politique plus classique, ça ne serait pas possible. Donc là aussi, il y a des... Vous voyez, c'est un peu paradoxal de conclure là-dessus, mais il faut aussi mesurer que si on met en démocratie toute une série de sujets, ça peut aussi mener à des formes de blocage. Il faut faire attention. Et donc c'est pour ça qu'effectivement la loi Voynet était assez intéressante, parce qu'elle avait ce conseil de développement donc, qui représentait grosso modo la société civile organisée du territoire. Donc ça organisait une forme de débat sur des enjeux de développement, sans que pour autant ça prenne la forme du combat politique classique. Malheureusement, on peut voilà, plus de 20 ans plus tard, ça fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Bon, quelques pays encore fonctionnent, mais c'est vrai que voilà, ce sont des outils qui ont été progressivement délaissés au profit des intercommunalités, notamment. Et notamment, vous voyez, la nouvelle contractualisation de la région Bretagne ne se fait plus avec les pays, mais elle se fait avec les intercommunalités. Et pourtant, les conseils de développement perdurent. Oui, mais là aussi, on va dire leur capacité à engager le débat est très variable, quoi. Très variable. Certains continuent à avoir une vraie vie, effectivement, démocratique. D'autres sont devenus des coquilles vides. C'est très variable. Là aussi, hein, voilà, l'outil, le dispositif, c'est la société qui en fait ce que... Voilà. En quelques mots, peut-être, tu voulais réagir sur... Non, mais je pense qu'il ne faut pas négliger les arrangements, en fait. Il y a toujours des processus d'arrangement. Aujourd'hui, il y a tout un point de la littérature scientifique qui travaille sur les arrangements dans les territoires, et souvent on qualifie parfois ces arrangements d'innovation sociale, alors que c'est juste un retour à ce qui existait il y a 50 ans ou 70 ans. Donc moi, l'innovation sociale, je trouve le terme complètement ridicule, mais bon, ça n'engage que moi, je peux le dire là. Je ne le dirai pas devant mes collègues. Hein. Mais voilà, donc je pense que c'est ça en fait. Et on dit toujours, un mauvais ouvrier, il aura toujours un mauvais outil. Hein. Donc tout est dit quand on a dit ça par rapport à ce que vous disiez sur les Scots. Donc je pense que Romain et moi, on est raccord avec vous là-dessus. Je pense aussi que souvent on construit des outils et en fait on oublie les effets potentiellement pervers aussi. Il y a souvent des impensés dans l'action publique. Hein. Et c'est difficile, on peut juste prendre l'exemple de l'attractivité territoriale via le tourisme. Voilà. Et tout est dit, maintenant tout le monde sait, tout le monde a compris. Il y a 15 ans, quand je parlais de ça, je me faisais fusiller. Mais vraiment, hein. Et par Hidalgo, à Paris, en réunion, avec Roland Castro, que vous avez peut-être connu. Et je me suis fait, il y a 15 ans, aligner, quoi. Je m'en souviens très bien, je me souviens où on était, où je disais, mais attendez, la mise en tourisme de Paris, c'est dangereux pour les habitants. Quel va être leur niveau de bien-être quand le café sera à 3,20 ou à 3,80 ? On m'a dit, oui, vous êtes contre le tourisme. J'ai failli dire, oui, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit non, en termes de mesures économiques, vous nous demandez notre conseil, nous on est là, voilà, puisque on parlait, on avait des gens bon, peut-être plutôt des gens, voilà, bon, vous avez compris, hein, quand on a Roland Castro dans l'Assemblée, quand on avait Roland Castro dans l'Assemblée. Et moi, j'y étais allée par appétence, par souci en tant qu'économiste à l'époque. Je travaillais sur la localisation des firmes, de dire que cette mise, parce qu'après, ce qu'on a qualifié de mise en tourisme, était dangereuse en fait. Et notamment, on a vu des quartiers comme près de Maubert Mutualité, qui étaient des quartiers où il y avait des étudiants, où maintenant on ne peut plus rien acheter. Vous avez des bâtiments qui sont remplis, et j'ai une collègue qui habite encore, elle est la seule résidente. Donc il y a 15 ans, quand on parlait des effets pervers de l'activité touristique et de l'enclenchement de cette attractivité, je me suis fait vraiment, mais franchement, on m'a ridiculisée. En plus, je suis une femme, j'avais 35 ans, donc vous imaginez bien que c'était compliqué pour moi. Mais j'ai quand même résisté face à Hidalgo, ce qui n'était pas simple à l'époque. Voilà, donc c'est juste pour donner un vécu, en fait, quelque chose que j'ai vécu. Et du coup, vous comprenez aussi que des fois, les chercheurs, ils vont l'écrire dans leur papier, mais ils ne le diront plus à la radio ou en assemblée. Là, je me permets de le dire, parce que maintenant, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, c'est plus facile. Mais il y en a plein d'autres d'impensés. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, on est là. Lâchez-vous. Je peux y aller. Oui. Bon, je travaille sur le bien-être, d'accord. J'ai travaillé à la formation du baromètre du bien-être en fait à Lyon. J'ai accompagné la ville de Lyon sur la première année. Ils sont allés sur le terrain, c'était chouette.
Et en fait, je vais critiquer mes propres, peut-être mes propres travaux ou quelque chose auquel il faut être attentif quand on a une approche sur le bien-être sur le territoire et qu'on veut mettre en place type un baromètre du bien-être. Enfin, ça n'a pas de sens, plutôt une boussole. Si c'est pour diriger les budgets, la boussole, on sait où est le nord, le baromètre, moi je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, peut-être que vous savez. Mais voilà, si je veux arranger mon budget, je parle de boussole. Ceci étant dit, si on met ça en place, en fait, il y a peut-être une instrumentalisation de la part des populations, entre guillemets, les plus aisées, où on va avoir des budgets participatifs qui vont finalement, on n'aide pas trop les gens à remplir les questionnaires. Souvent, comme vous l'avez souligné dans notre atelier, les gens, il y a ce qu'on appelle une surcharge virtuelle, ils ne veulent plus aller sur Internet pour remplir des papiers, ils en ont marre en fait de ce processus. Il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire ou qui n'ont pas les compétences pour... capables ou compétences, en fait, c'est un peu différent selon moi. Et du coup, finalement, la mise en place du baromètre du bien-être, qui va peut-être finalement s'appeler boussole, parce que quand même, c'est pour le budget, en fait, c'est pour décider du budget, donc voilà. Finalement, il y a une crainte et qui a été soulignée la semaine dernière par le maire du 8e, sur lequel j'étais complètement d'accord avec lui, parce que moi-même, c'est une crainte, de me dire que finalement, on va donner la parole à des populations plus aisées pour créer ce baromètre et que finalement, on allait accentuer le privilège donné à certains habitants. Vous voyez, c'est un élu de Lyon, 8e, je ne sais pas. Il est Europe Écologie Les Verts, ouais. Ancien peut-être communiste, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai dit attention, vous allez vous faire traiter de communiste sur une mesure. Il m'a dit, oh, c'est pas très grave. J'ai dit, ok, d'accord, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend sur certains trucs, je comprenais sa pensée. Et du coup, voilà, et ça, il y a un risque. Donc, vous voyez, même moi qui travaille sur le bien-être, qui défend cette idée d'aller dans la rue, finalement, quand vous passez à une échelle plus haute, et que vous mettez en place un processus où vous questionnez les habitants via des questionnaires en ligne, ou via des ateliers où vous faites venir les élus plus des habitants dedans, même si vous avez un échantillon représentatif de la population, vous introduisez des biais. D'accord. Et je suis désolée, mais franchement, voilà, je vous le dis aujourd'hui, je suis désolée, parce que moi, je suis dans le conseil qui conseille la mairie, je continue, même si c'est plus moi qui fais le travail avec eux, c'est un cabinet, à mon grand regret, en fait. Finalement, on est retourné sur un mode un peu standardisé qui, même s'ils ont toute la volonté du monde et tout, finalement, ils se retrouvent peut-être coincés. Alors, il y a un point de vigilance, je ne sais pas ce que ça va donner, mais un point de vigilance, c'est celui-ci, cette impensée, finalement, que nous oublierait peut-être une partie des habitants. Donc, même dans le cas où on veut faire du bien, où on passe du temps, en fait, et ça, il faut le penser maintenant, avant qu'ils aient finalisé leur truc, mais bon, vu qu'il y a des maires qui s'en sont conscients et qui le disent haut, en disant que c'est pour les bobos le bien-être, bon, je pense que ça va faire son chemin. Voilà, donc c'est pour vous donner et c'est une vraie crainte pour moi, en fait, quand j'accompagne. À Grand Cahors, le problème ne se posait pas du tout, quoi, puisque on y débat sur la création d'un baromètre. Donc vous pouvez mettre en place, ce que vous disiez, des outils, mais qui peuvent être détournés de leur propre sens et utilisation par les élus. Voilà. C'est un petit échange, mais je suis ravie qu'il continue dans la démarche. Hein, mais il y a un point de vigilance à avoir de ce point de vue-là, en fait. Merci beaucoup, Lise et Romain. Je vous propose qu'on s'arrête ici. On peut continuer les échanges informels.